Salut à toutes et à tous, aujourd'hui accrochez-vous bien, on va parler des tremblements de terre. Merci. Les tremblements de terre ou les séismes, si vous préférez, font partie des risques naturels les plus destructeurs et meurtriers au monde. Et la France n'est pas à l'abri. C'est aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe notamment, que ce risque est le plus élevé. Mais le territoire métropolitain a déjà subi de grosses secousses qui ont fait des victimes, détruit des bâtiments et provoqué d'importants dégâts matériels. Alors évidemment, impossible de prévoir avec précision l'arrivée d'un séisme. En revanche, il est tout à fait possible d'en diminuer les conséquences et d'apprendre à s'en protéger. Pour comprendre pourquoi et comment se produit un tremblement de terre, regardons ce qui se passe sous nos pieds. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe la plus superficielle de la Terre et pèse de 100 km en moyenne, c'est la lithosphère. Et ces plaques se déplacent en permanence sous l'effet de ce que l'on appelle des mouvements de convection qui se produisent dans les profondeurs de la Terre. C'est la tectonique des plaques. Ainsi, elles se déplacent de quelques centimètres par an, parfois jusqu'à 10 centimètres. À certains endroits du globe, les plaques s'éloignent les unes des autres, comme ici. Ce sont des zones dites d'accrétion. Mais la majorité des gros séismes se produit dans les zones dites de subduction, là où par exemple une plaque océanique plus dense et plus lourde glisse sous une plaque continentale. Et quand une plaque glisse sous une autre, ça frotte et ça coince. Les roches de la croûte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. C'est le tremblement de terre. Voilà pour l'explication générale. Alors si on entre un peu plus dans le détail, regardons maintenant ce qui se passe au moment où ça casse, quand l'énergie se libère. Regardez, des ondes sismiques se propagent dans le sol et se déplacent dans toutes les directions. La plus rapide, c'est l'onde de compression qui étire et comprime successivement les sols qu'elle traverse. Et puis, il y a l'onde de cisaillement, moins rapide et qui avance en ondulant de haut en bas, un peu comme une corde que l'on secoue. Ce sont ces ondes sismiques qui vont provoquer plus ou moins de dégâts en fonction de leur énergie, mais aussi en fonction de l'endroit où se produit le séisme. Car en effet, il ne faut pas confondre deux mots, la magnitude et l'intensité d'un séisme. La magnitude, c'est la quantité d'énergie libérée par le séisme. Elle se mesure sur une échelle ouverte qui n'a pas de limite supérieure. À ce jour, la magnitude la plus élevée jamais enregistrée est de 9,5. C'était lors du séisme de Valdivia en 1960 au Chili. Alors que l'intensité caractérise la gravité de la secousse au sol, autrement dit, les effets produits par ce séisme, qu'ils soient seulement ressentis ou observés par l'homme, comme par exemple de légères vibrations ou des chutes d'objets, ou, plus grave, qu'ils entraînent la destruction de bâtiments. Et comme un séisme n'a pas les mêmes effets partout, son intensité sismique varie d'un lieu à un autre. Cette intensité se mesure sur ce que l'on appelle l'échelle macrosismique européenne qui comporte 12 degrés. Par exemple, un séisme qui détruit pratiquement toutes les structures correspond au niveau 12. Mais attention, un séisme de très forte magnitude peut avoir une très faible intensité lorsqu'il a lieu très loin de toute habitation, comme par exemple dans un désert. Voilà, vous savez tout ou presque sur ce phénomène naturel qui peut être très destructeur et meurtrier. Alors maintenant, comment savoir si vous habitez dans une zone à risque ? La France, à l'exception des Antilles et d'autres archipels français, est un pays à sismicité modérée. Toutefois, chaque année, le territoire français est soumis à une centaine de séismes d'une magnitude supérieure à 3 et une vingtaine de magnitudes supérieures à 3,5. Alors pour savoir si vous habitez dans une zone à risque, c'est très simple, il suffit de consulter cette carte que vous pouvez trouver facilement sur le site Géorisque.
La France est découpée en 5 zones de sismicité. Zone 1 en blanc où la sismicité est très faible. Zone 2 en jaune, sismicité faible. Zone 3 en orange, sismicité modérée. Zone 4 en rouge clair où la sismicité est moyenne. Enfin, la zone 5 en rouge foncé avec une forte sismicité qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et les îles qui leur sont proches comme Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour en revenir à l'Hexagone, le risque le plus élevé concerne donc les Pyrénées, les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et plus au nord, le Jura et les Vosges. Dans un passé, disons, récent, le tremblement de terre de Lambesc en Provence en 1909 a fait 46 morts, 250 blessés et détruit plus de 3000 bâtiments. En 1967, dans les Pyrénées-Atlantiques, un autre violent séisme a détruit une grande partie du village d'Arrête. Le bilan fait état d'un mort et d'une vingtaine de blessés. Et d'autres tremblements de terre plus récents nous rappellent que les risques sont bien réels dans l'Hexagone. Alors si vous voulez savoir de façon précise et détaillée si vous êtes concerné par un risque de tremblement de terre, c'est simple. Vous pouvez aller sur le site GeoRisque, il suffit de vous localiser en entrant votre adresse ou celle de votre lieu de travail pour connaître les risques à proximité. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre mairie sur place ou en ligne en consultant le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. En outre, il faut rappeler que depuis le 1er juin 2006, tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier est dans l'obligation d'annexer au contrat de vente ou de location un état des risques. C'est ce que l'on appelle l'information acquéreur-locataire. IAL. Grâce à tous ces outils, vous saurez si vous vous trouvez ou non dans une zone exposée au tremblement de terre. Alors certes, cela n'empêchera pas un séisme de se produire, mais vous pourrez au moins anticiper pour en réduire les conséquences et mieux vous protéger. En réalité, ce n'est pas le séisme qui tue, mais les constructions qui s'effondrent sur leurs habitants. Or, comme il est impossible de prévoir la date, le lieu et la force d'un tremblement de terre, il est impossible d'évacuer les bâtiments avant que le séisme ne se produise. Toute la prévention repose donc sur la solidité des constructions qui sont aujourd'hui soumises à ce que l'on appelle des règles parasismiques, c'est-à-dire des techniques de construction qui garantissent que même si le bâtiment subit des dommages importants, il ne doit pas s'effondrer sur ses occupants. Aujourd'hui, toutes les constructions neuves en France sont concernées par les règles parasismiques. Certains bâtiments existants peuvent aussi l'être s'ils font l'objet de travaux importants. Mais bien évidemment, le niveau d'exigence de ces règles varie en fonction du type de bâtiment et de sa localisation. Vous savez, les 5 zones de sismicité que l'on a déjà vues sur cette carte. Donc si vous faites construire, renseignez-vous. Et puis si vous achetez une maison plus ancienne, vous pouvez demander à réaliser un diagnostic de vulnérabilité de la maison et, le cas échéant, évaluer le coût des travaux de renforcement. Enfin, et ce n'est pas un détail, si vous habitez dans une zone sismique à risque, pensez à fixer vos meubles lourds et vos appareils ménagers pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés. Et, très important, préparez aussi un kit d'urgence avec les essentiels pour vous débrouiller pendant 3 jours à boire, à manger, vos médicaments importants, etc., etc. Vous trouverez toute la liste sur le site du gouvernement. Ça, c'est pour la prévention. Maintenant, que faire si le sol se met à trembler sous vos pieds? Attention, les secousses d'un tremblement de terre ne préviennent pas, il va falloir réagir vite. Bon, si vous êtes à l'intérieur, abritez-vous près d'un mur porteur ou mettez-vous sous un meuble solide et surtout éloignez-vous des fenêtres pour éviter les éclats de verre. Si vous êtes au rez-de-chaussée près d'une sortie, et seulement dans ce cas, vous sortez du bâtiment et vous vous éloignez. Et quand vous êtes à l'extérieur, surtout vous ne restez pas sous les fils électriques et vous vous éloignez de tout ce qui peut tomber, les toitures, les cheminées, les arbres. Bref, vous essayez de trouver un endroit dégagé.
Bon, je sais, plus facile à dire qu'à faire, car tout cela se passe en quelques secondes. Et après les premières secousses, il faut rester vigilant, car il peut y en avoir d'autres. On appelle cela des répliques. Ouh, qu'est-ce que je vous disais? Bon, ça a l'air terminé, mais attention, même quand c'est terminé, on ne cède pas pour autant à la panique. On sort tranquillement des bâtiments, sans utiliser les ascenseurs. On évite de téléphoner pour permettre aux secours d'utiliser les réseaux. On ne va pas chercher les enfants à l'école, ils sont déjà pris en charge par les équipes pédagogiques et les secours. Et si on habite en bord de mer, très important, on s'éloigne de la côte, même longtemps après la fin des secousses, pour échapper à un éventuel tsunami. Alors je sais, ça fait beaucoup de choses à retenir, mais n'hésitez pas à aller sur ces sites pour avoir toutes les informations et les conduites à tenir. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur la prévention des risques majeurs. Ciao! Oh, ça recommence!